Les podcasts du Figaro. De son histoire avec Voldemar, il restait une tache de sang. Un oiseau tapa de son bec au carreau. Simone se réveilla en sursaut, elle avait transpiré. L'anesthésie faisait toujours effet, elle ne sentait pas encore ses jambes bouger sous elle. La moitié basse de son corps semblait morte, inerte. Elle avait froid. Les draps à tordre glissaient, visqueux. Ils étaient brunâtres par endroits et laissaient entrevoir quelques caillots. Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Moment des livres. Vous venez d'écouter un extrait de Simone de Léa Chauvel-Lévy publié chez l'Observatoire. Je m'appelle Alice Develay et aujourd'hui je suis avec l'auteur de ce roman. Bonjour Léa Chauvel-Lévy. Bonjour Alice. Simone Can. Ce nom ne vous dira sûrement rien, chers auditeurs. Et pourtant, sachez qu'elle fut tout à la fois femme de lettres, galeriste, muse et amie des surréalistes, dont un certain André Breton qui fut son premier mari. Alors première question, Léa Chauvel-Lévy, comment avez-vous découvert ce destin méconnu ? Alors effectivement, elle était complètement méconnue, Simone Can, et je l'ai découverte grâce à son petit-fils, Vincent Sator, qui est un galeriste, et moi j'évolue dans le milieu de l'art contemporain. Et lors d'un déjeuner un petit peu aviné, je lui dis « Mais comment ça se fait que tu es devenue galeriste ? C'est un métier très ingrat. » Il me dit « Ma grand-mère était galeriste, ma grand-mère a exposé tous les surréalistes. Elle s'appelait Simone Can, on la connaît pas, mais elle a tenu la centrale surréaliste. Elle a été l'amie de Picabia. Elle a acheté un Picasso 50 francs à l'époque. Ça a été la première commissaire d'expo à exposer Max Ernst. » Je lui dis est-ce que je peux m'emparer de son histoire, de ce personnage féminin qui a l'air d'être incroyable, né au Pérou à la fin du 19e siècle. Et il me dit oui, bien sûr, t'as carte blanche. Donc j'ai rencontré la famille de Simone Can et ils m'ont ouvert les archives de la famille, donc c'est-à-dire des lettres, beaucoup de photographies, et je suis tombée complètement amoureuse de Simone et c'est mon héroïne. Est-ce que c'était peut-être difficile, voire effrayant, d'écrire sur un personnage qui a vraiment existé ? Alors effrayant, c'est exactement ça. Au début, j'appelais tous les jours la fille de Simone. Elle s'appelle Sylvie, c'est une psychanalyste qui a 82 ans maintenant. Et je lui disais, Sylvie, je suis perdue là, parce que il faudrait que je fasse avorter Simone. Je ne sais pas si j'ai le droit. Est-ce que je dois faire des recherches ? Est-ce que je vous demande l'autorisation ? Et en fait, elle m'a signé un blanc-seing et elle m'a dit « Mais Léa, c'est un roman, vous avez tous les droits. » Donc j'ai écrit cette scène d'avortement qui est l'ouverture du livre. Et je l'ai fait lire à Sylvie, la fille de Simone, et elle m'a dit « Vous avez vraiment eu raison de le faire parce que elle a avorté 8 fois et ça a été un de ses grands combats. » Et pourquoi avoir choisi la forme du roman et pas la biographie ou laisser, en fait, qu'apporte la fiction à la réalité ? Alors pourquoi pas la biographie ? Parce que je suis une piètre historienne. Deuxièmement, c'est plutôt aux historiens de faire ça. J'ai beaucoup discuté avec des historiens. Très rapidement, je me suis dit que j'étais pas à la hauteur. C'est-à-dire que je pouvais faire toutes les recherches du monde. Je serais pas méticuleuse. Je n'aurais pas la méthode. Et puis, je voulais écrire un roman, de toute façon. Il vous fallait la liberté, peut-être aussi. Il me fallait la liberté. Et puis, j'ai fait des longues études. J'ai fait 2 mémoires. J'avais plus envie de ce travail de recherche et de documentation. Et c'est vrai que la fiction permet de mettre de la vie là-dedans, des sentiments, des êtres de chair et d'explorer les passions. Je voulais surtout un roman d'amour sur l'élan amoureux et pas du tout une thèse sur Simone Can. Voilà, maintenant il y a des expositions sur elle, il y a beaucoup d'historiens qui s'emparent de cette figure-là. Je leur laisse ce travail. Je l'ai dit tout à l'heure, c'était la première femme de André Breton. Est-ce que vous étiez une lectrice des surréalistes ou est-ce que vous l'êtes devenue par l'intermédiaire de Simone Can ? Alors pas du tout, parce que je n'aime pas du tout l'écriture ni dada ni surréaliste. Vous êtes bien tombée ? Voilà, j'aime pas la langue surréaliste, j'aime même pas André Breton, pour tout vous avouer. Et ça n'a pas changé avec l'écriture du livre ? Non, absolument pas. Non. D'un point de vue théorique, c'est passionnant. C'est-à-dire que c'est quand même après la Première Guerre mondiale et on se relève par la langue.
c'est l'art qui nous sauve. Voilà, je me suis plongée dans le Paris des années 20 et tout à fait marquée par ces expressions artistiques qui étaient nouvelles, fondamentalement révolutionnaires. Donc c'était fascinant, mais d'un point de vue théorique. C'est-à-dire que moi, je suis pas sensible à cette langue. Et est-ce que vous êtes devenue Simone Khan alors ? Elle est devenue moi. Non, je lui ai donné beaucoup de ma chair à Simone, et donc j'ai mis plutôt de mon existence dans sa vie à elle. Donc ça m'a permis de parler un petit peu de moi. Je suis pas du tout devenue Simone Khan parce que je suis une petite commissaire d'exposition, et elle, c'était une grande commissaire d'exposition qui a exposé tous les surréalistes dans ces 2 galeries dans le 6e arrondissement de Paris. Et je pense pas pouvoir m'identifier vraiment à quelqu'un. Je respecte l'altérité de mon personnage, voilà, avec une forme de distance pour me protéger aussi, pour ne pas trop m'exposer, ce qui est très très différent de la démarche de mon 2e roman que je viens d'achever, qui paraîtra aux éditions Lattès en février prochain, où là c'est un récit plus intime, où je choisis la première personne. Cette distance, elle est tombée, voilà. D'accord. Les destins de femmes, les exofictions, ce genre qui s'inspire de la vie des personnages réels pour en faire des personnages de fiction, la littérature en est remplie. Alors quel est votre personnage de roman préféré ? Je dirais vraiment toutes les femmes de Sagan, toutes ces grandes amoureuses. Quel livre vous a fait aimer lire ? Alors, je dirais Les petits chevaux de Tarquinia. Non, je suis pas d'accord avec moi. Non, je dirais que c'est Antigone. Antigone, mais dans sa version revisitée par Jean Anouilh, donc une pièce de théâtre de Sophocle, mais qu'il transpose à la période de la Seconde Guerre mondiale, ce qui lui permet de parler de la résistance et de l'occupation. Et j'aime profondément cette femme que j'estime être la première féministe, parce qu'elle dit non à l'autorité, parce qu'elle dit non à Créon, l'homme, le tout-puissant, le roi. Elle termine emmurée, vivante, pour avoir voulu une sépulture pour son frère. C'est une féministe résistante, et je me souviens avoir lu 20 fois la fin pour y croire, quoi. Quel est votre livre de chevet ? Alors, j'en ai 25 parce que j'achète de façon compulsive. Je pense que je vais 3 à 4 fois par semaine à la librairie. Mais là, j'en ai 2 que je viens d'acheter, que je n'ai pas commencé. Plaidoirie pour un avortement de Gisèle Halimi. Et puis Incognito de Hervé Guibert, parce que ma libraire m'a dit « Léa, vous qui revenez de la Villa Médicis, vous devez lire Incognito d'Hervé Guibert. » Je suis d'accord. Et c'est un récit apparemment très, 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 très drôle. Et Hervé Guibert n'est pas toujours drôle, donc voilà, je vais m'y mettre. Alors en parlant d'auteur drôle, quel livre vous a fait rire ? Alors là, c'est Portnoy et son complexe, qu'on ne présente plus, de Philippe Roth. Je me souviens de cet obsédé sexuel juif de 33 ans qui parle de son sexe tout le temps. Voilà, il est obsédé par la chose phallique. Et les scènes masturbatoires, c'est jouissif, et je choisis le mot. C'est le cas de le dire. Quel livre vous a fait pleurer ? J'ai beaucoup pleuré, et je ne sais pas pourquoi, en lisant La pitié dangereuse de Stefan Zweig. C'est un souvenir émouvant pour moi. Je l'ai lu beaucoup, beaucoup. C'est la Première Guerre mondiale, c'est en Autriche-Hongrie. C'est Anton, un officier en garnison, qui atterrit dans un château, on ne sait pas exactement pourquoi. Et puis, il rencontre la fille du châtelain, et elle est infirme, elle est paralytique. Et de leur conversation, parce qu'ils se voient très fréquemment, naît une amitié très ambiguë. Edith tombe follement amoureuse d'Anton. Lui, on ne sait pas. Je crois que j'ai adoré cette ambiguïté et cette frontière vraiment très, très, très fine, très poreuse entre l'amitié et l'amour. Je crois que je suis fascinée par ça. Et elle lui dit, Anton, si on se marie pas, je me suicide. La fin est tragique, la fin est déchirante. Quel livre vous a mis en colère ? Alors, Mon mari de Maud Ventura, on sortait en même temps, rentrée littéraire 2021,
Moi, je suis un peu une jalouse maladive. je me calme, hein, mais je trouve qu'elle a eu un succès non mérité. Je le dis haut et fort. C'est un texte plat qui m'a mise en colère parce que c'est mal construit. C'est un roman de gare. Voilà, je suis vraiment pas sympa. Très bien. Et dernière question, quel livre aimez-vous offrir ? Le premier que j'offre en ce moment, c'est quand tu écouteras cette chanson de Lola Lafont. Son style, mais le récit qui est incroyable parce qu'elle a passé une nuit dans l'annexe du musée Anne Frank à Amsterdam. Et ce que je trouve incroyable, c'est qu'elle écrit sur une jeune fille qui a écrit, en l'occurrence, le journal d'Anne Frank. Et je trouve cette mise en abîme absolument fascinante. Et puis, ça permet à Lola Lafont de parler aussi, bien sûr, de la grande histoire, mais aussi de sa judéité à elle, que je méconnaissais. Je ne savais pas qu'elle avait ce rapport-là à la religion juive. Et puis, moi, j'aime beaucoup cette collection Manu au musée de Stock. Je trouve que c'est assez fabuleux de dire à un écrivain de passer une nuit dans un musée. Je rêve de le faire un jour. Ceci est un appel. Absolument. Et le deuxième roman ? Alors, le deuxième roman que j'achète en général, c'est Les Petits Chevaux de Tarquinia de Duras. Parce que je suis folle de Duras, autant que de Sagan. Mais Les Petits Chevaux de Tarquinia, j'aime beaucoup parce qu'il y a à la fois la chaleur de l'été, il y a l'Italie. Moi, j'ai habité en Italie, donc j'aime beaucoup, beaucoup quand les romans s'ancrent là-bas. Il y a les Bitter Campari qui devient un motif dans le livre, parce qu'il y a toujours beaucoup d'alcool chez Duras. Il y a cette langue, voilà, moi hypnotisante. Oui, et puis on parlait de jalousie. Je suis jalouse, je n'y arriverai jamais. Et il y a la chaleur de l'été, et surtout, je me souviens du rien, du vide. C'est-à-dire que Duras, elle a cette façon de faire exister les silences et l'inaction qui est absolument admirable. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Simone, publié aux éditions de l'Observatoire. Merci Léa Chauvel-Lévy. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Cet épisode a été monté par Astrid Landon. Louis Chabin était à la prise de son. Vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur lefigaro.fr et sur vos plateformes d'écoute préférées. À bientôt!